Bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, réalisé, comme vous le savez, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui une personne qui est peut-être un peu moins connue du grand public, Annie Genevard, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale et vice-présidente Les Républicains. Madame Genevard, bonjour et merci d'être venue. Alors je disais que vous êtes un peu moins connue que d'autres dans la sphère politique. Vous avez été élu local dans le Doubs longtemps, 10 ans je crois, maire de Morteau, voilà, une ville de 7000 habitants, ou à peu près 7000 habitants. Vous avez été aussi porte-parole du parti Les Républicains. Vous en êtes aujourd'hui la secrétaire générale. C'est-à-dire, ça ne doit pas être drôle, de faire tourner la machine pour qu'elle soit en ordre de marche pour la prochaine présidentielle et pour son président, Laurent Wauquiez, pour qu'il puisse être dans de bonnes conditions. Alors, merci encore d'être venu. Vous serez interrogé par 3 journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Alors, vous êtes, de façon générale, assez sévère avec le président Macron. Est-ce que, pour rester dans l'actualité, pour être dans l'actualité, est-ce que ce qu'il a fait, son attitude sur l'affaire du bateau, l'Aquarius, est-ce que ça vous convient ou est-ce qu'il a eu le bon comportement? Est-ce que, à votre avis, il a eu raison de faire ce qu'il a fait? Alors, je considère que les propos qu'il a tenus à l'égard de l'Italie sont parfaitement indécents. On sait que l'Italie connaît une situation extrêmement difficile. Elle est en première ligne dans l'affaire de cette immigration massive à laquelle elle est confrontée. Et donner des leçons à l'Italie, franchement, ce n'est pas responsable. Et je dirais que de la part d'un chef de l'État à l'égard d'un État européen, ami, fondateur de l'Europe, il y a là quelque chose qui frise l'inconséquence. Et sur le fond, son attitude sur le fond, à savoir de ne pas proposer d'accueillir ces réfugiés. Oui, enfin, ils ont fait un petit peu machine arrière en même temps au gouvernement. C'est-à-dire, je ne veux pas et en même temps, je pourrais le faire. Donc, les propos ont été assez ambigus. Je crois que dans cette affaire, il faut avoir une approche de responsable politique éminent qu'il est et que nous sommes aussi. Il faut approcher les choses sous l'angle politique et pas seulement sous l'angle... fait quoi ? Pas seulement sous l'angle humanitaire. Nous considérons que la situation à laquelle nous sommes confrontés en Europe avec l'arrivée massive de migrants est un problème majeur et que sa résolution ne peut venir que d'une approche concertée au niveau européen. Je suis convaincue que les élections européennes se feront en grande partie sur ce sujet. Donc nous sommes très clairs. N'approcher ce sujet dramatique sur le plan humain que sous l'angle humanitaire, c'est le faire perdurer. D'accord. Mais... Aujourd'hui, les passeurs amènent directement les migrants sur les bateaux des organisations humanitaires. Et la réponse ne peut pas être « accueillons-les sans réserve, sans conduire une politique concertée entre pays européens qui freine, qui empêche, qui jugule cette traite humaine, parce qu'il s'agit d'une véritable traite humaine qui a déjà coûté la vie à plus de 10 000 personnes. Alors dire, approcher la question sous l'angle « on ne veut ou on ne veut pas », c'est une réponse un peu courte. Mais vous n'avez pas répondu, à ma question, qui était simple. Il y avait un bateau, l'Aquarius, pris entre Malte et l'Italie, vous auriez fait quoi? Alors, nous considérons que dire « oui, nous accueillons sans réserve » n'est pas une solution responsable. Si, évidemment, des personnes se trouvaient en situation de danger, de mort, nous devons leur porter secours, c'est l'évidence. Mais il faut bien voir que l'Italie, puisque c'est de l'Italie qu'il s'agit, la réponse italienne, jusqu'à présent, a été d'accueillir près de 500 000 personnes. L'Italie ne sait plus comment gérer la situation. Et au fond, la décision italienne que le président de la République condamne un peu rapidement, ce n'est qu'une façon de dire « stop, nous ne pouvons plus ». Et au fond, en France, si nous regardons ce qui se passe en France, l'intégration est complètement en panne. C'est la raison pour laquelle les Républicaines disent
il ne faut pas seulement envisager la question migratoire sous l'angle de la maîtrise des flux migratoires, il faut véritablement diminuer l'immigration parce qu'aujourd'hui, faute d'intégration, nous ferions prospérer la xénophobie. J'ajoute que si nous ne voulons pas d'un aboutissement à l'italienne, d'un scénario à l'italienne, c'est-à-dire d'une victoire des extrêmes, il faut de toute urgence traiter ce problème. C'est la raison pour laquelle je ne me dérobe pas à votre question. Un peu. Mais non, mais je ne peux pas répondre binairement, parce que répondre binairement, ça n'est pas responsable politiquement. Il faut une réponse politique, il faut une réponse européenne. Alain Baron vous pose une première question. Toujours sur ce sujet, où est-ce qu'on met le curseur? Si vous dites on ne peut pas accueillir tout le monde, et ce qui a été dit par d'autres avant vous, mais où est-ce qu'on met le curseur? Quels sont les critères à ce moment-là? Les critères, ils sont assez simples de notre point de vue. La France s'honore du droit d'asile, qui est un droit fondamental et auquel nous ne voulons pas nous dérober. Les personnes qui sont menacées de mort dans leur pays doivent pouvoir trouver asile dans les démocraties qui leur apporteront le secours auquel nous estimons qu'ils ont droit. Donc ça, c'est une première ligne de partage. Le problème dans notre pays est que nous avons un total détournement du droit d'asile. Près de 7 demandeurs d'asile sur 10 n'ont pas droit à l'asile. Et le retour au pays est quasi impossible. Donc on voit bien qu'on a le droit d'asile est perverti. Et la récente loi Asile et Immigration ne résout en rien. On a même fait, par cette loi, sauter la notion de pays sûr. Aujourd'hui, ont droit à l'asile les personnes qui viennent de pays non sûrs et n'ont pas droit à l'asile les personnes qui viennent de pays sûrs. La loi Asile et Immigration de Gérard Collomb a fait sauter cette notion de pays sûr, puisque vous pouvez aujourd'hui venir de pays sûrs et pouvoir bénéficier du droit d'asile à certaines conditions. Donc la première ligne de partage, c'est qui a droit à l'asile et qui n'y a pas droit. Et sommes-nous en capacité de traiter ceux qui n'y ont pas droit, de permettre la reconduction dans leur pays d'origine? Aujourd'hui, la loi, les dispositions légales, objectivement, ne le permettent pas, puisque les pays d'origine ne veulent pas reprendre leurs migrants. Donc il faut faire évoluer le droit. Il faut faire évoluer le droit. Ce que ne fait pas le gouvernement. Et j'ajoute, si vous permettez, une dernière chose. La ligne de partage, pour nous, républicains, c'est entre ceux qui ont le droit de rester sur notre pays et ceux qui n'en ont pas le droit. Autrement dit, ceux qui sont régulièrement entrés dans notre pays doivent pouvoir être accueillis dignement, normalement. Ceux qui ne le sont pas doivent pouvoir être reconduits efficacement. Aujourd'hui, une très faible proportion de personnes reviennent dans leur pays d'origine. Une question de Romain Masneau de RCF. Laurent Wauquiez souhaite un référendum sur l'immigration. Il a dit que la question qu'il voudrait poser, c'est, je cite, « Souhaitez-vous que la France se dote de lois permettant de réduire au minimum l'immigration » C'est une question de référendum, franchement, ça? C'est une question de référendum. On voit bien aujourd'hui que les dispositions réglementaires et législatives, la Cour européenne des droits de l'homme, empêchent quasiment toute évolution de la situation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation consulaire pour que les personnes reviennent dans leur pays. Il faut donc négocier avec les pays d'origine pour pouvoir, puisqu'après tout, nous apportons notre aide au développement de ces pays, il faut qu'en contrepartie, nous puissions établir avec eux des conventions qui permettent le retour dans les pays d'origine des personnes qui n'ont pas reçu l'autorisation de séjourner en France. On voit bien aussi que la Cour européenne des droits de l'homme contraint de façon importante le droit des pays à décider de ceux qu'ils veulent accueillir sur leur sol ou pas. Songez que la Cour européenne des droits de l'homme a quand même condamné la France à indemniser les pirates somaliens. Donc on voit bien qu'on est dans une situation juridique très difficile. C'est le sens de ce référendum. Il faut la Convention européenne des droits de l'homme. Concrètement, non, si je vous suis... alors, je ne dirais pas les choses aussi brutalement, parce que vous voyez bien les implications qu'aurait une telle décision en termes politiques, en termes juridiques, en termes philosophiques même.
quitter une instance comme celle-là, qui a vocation à défendre les droits de l'homme, ça donnerait un signal absolument catastrophique. Pour autant, on ne peut pas laisser la Cour européenne des droits de l'homme dicter totalement sa conduite. Et du reste, notre candidat à l'élection présidentielle avait prévu cette question, avait travaillé sur cette question. C'est un sujet majeur. Retrouver des marges de manœuvre, une autonomie, une liberté de dire qui nous accueillons sur notre sol et qui nous ne voulons pas accueillir sur notre sol, me paraît être un droit imprescriptible. Si nous n'avançons pas dans cette voie, les extrêmes prospéreront et la xénophobie a encore de beaux jours devant elle. Laurent de Boissieu de La Croix, une question. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les familles qui sont en attente d'une réponse sur leur demande de droit d'asile avec les enfants? Les États-Unis ont fait un choix qui est de séparer les enfants des parents. La France choisit de retenir administrativement les enfants avec leurs parents dans des centres administratifs. Certaines personnes reprochent à la France cet enfermement de mineurs. Quelle est votre solution? Si on pose le problème en termes, a-t-on le droit de séparer un enfant de ses parents? Évidemment, la mère de famille que je suis, n'importe quel individu normalement constitué vous dira non, bien évidemment. Mais là encore, nous devons répondre en responsable politique. Quelle est la situation des mineurs non accompagnés aujourd'hui? J'ai échangé sur ce point avec la présidente de mon conseil départemental du Doubs, qui me disait que le seul objet de sa décision budgétaire modificative, ça va être de remettre 1 million pour l'accueil des mineurs non accompagnés. Aujourd'hui, les départements ne savent plus comment gérer les mineurs non accompagnés. La récente loi Asile et Immigration a décidé que dès lors qu'un mineur non accompagné était accueilli sur notre sol, nous devions accueillir l'ensemble de la famille, parents et fratries. On voit bien que par cette décision, on organise une nouvelle filière d'immigration. Donc le sujet, il est là. Il est vraiment de prendre le problème à sa racine. Comment faisons-nous pour juguler l'immigration de masse qui vient de pays sûrs ou non sûrs? Comment gère-t-on ce problème politiquement? Une question maintenant d'Alain Barrière de Radio Notre-Dame. Oui, pour changer un peu de sujet, il y a 1 an, le président Macron a été élu. Vous êtes dans l'opposition, vous le critiquez assez nettement. Y a-t-il une mesure qui agresse à vos yeux? Y a-t-il une mesure, pardon? Qui agresse à vos yeux, que vous avez soutenu ou... Alors, nous avons affirmé très tôt, pendant la campagne législative, parce que c'est une question sur laquelle les Français nous ont interrogés. Quelle opposition serez-vous? Et c'est une question sur laquelle on a été souvent chahuté pendant la campagne législative. Parce que les Français sont lassés d'une opposition qui serait binaire, systématique, les revirements, ce qu'on appelle l'essuie-glace. On prend des mesures, le gouvernement suivant y revient. Les Français ne veulent plus de cela et on peut comprendre. Pour autant, il n'y a pas de démocratie sans opposition. Donc, la vision du président de la République qui serait d'effacer les partis politiques traditionnels, d'abord, elle n'est pas dénuée d'arrière-pensée. Il veut installer les extrêmes comme ses interlocuteurs. Nous disons non. Nous disons c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement périlleux. Les Républicains sont la première force d'opposition, le premier parti d'opposition. Il entend évidemment avoir toute sa place dans le débat démocratique. Il y a des mesures que nous avons soutenues. Et je voudrais dire que Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a plaidé, par exemple, pour que la réforme de la SNCF soit soutenue par la droite. Pourquoi ? Sans doute pas parce qu'elle règle tous les problèmes, sans doute pas parce qu'elle va assez loin. Je rappelle simplement à nos auditeurs que certaines mesures seront applicables en 2039. Donc, vous voyez, on n'est pas non plus complètement aveugle sur le caractère audacieux de cette réforme. Néanmoins, sur le plan de l'ouverture à la concurrence, de la réforme du statut du cheminot, de la modification de la gouvernance, nous considérons que ça va dans le bon sens, nous l'avons soutenu. De même pour les ordonnances sur le Code du travail. Donc nous sommes en capacité de dire oui quand c'est nécessaire, quand c'est utile au pays. Mais pour le reste, notre rôle, c'est de faire émerger dans le débat public les sujets importants. Et c'est de pouvoir aussi, nous sommes légitimes à nous opposer au président de la République. Il n'y a pas de démocratie accomplie sans opposition responsable. Nous sommes une opposition responsable.
Une question de Romain Masneau de RCF. Est-ce que vous seriez prêt aussi à soutenir Emmanuel Macron quand il souhaite réorienter la politique sociale, quand il parle du fric dingue qu'on dépense pour lutter contre la pauvreté? Et est-ce que lutter contre le cancer de l'assistanat, comme disait Laurent Wauquiez il y a quelques années, est-ce que ça passe forcément par la suppression d'aides sociales? Pognon. Trop de pognon, c'est Oui. ça? Oui. Alors, bon, évidemment, c'est une question qui a toute son importance. D'abord, je voudrais dire que Laurent Wauquiez parle de l'assistanat et non pas du cancer de l'assistanat. Il avait dit exactement ça. Il l'a dit une fois, il y a très longtemps, il l'a il y a quelques regretté. années. Donc, je voudrais dire, la question de l'efficacité des aides sociales est une question que nous nous posons depuis bien longtemps. On parle de maquis des aides sociales, on parle de complexité, donc de coût de cette complexité, et nous le voyons bien. J'ai été maire pendant 15 ans, j'ai mis en place une politique sociale audacieuse dans ma ville, plutôt d'ailleurs sous l'angle, bien sûr, de l'assistance aux personnes en très grande difficulté, très grande précarité, mais aussi sous l'angle du service à la personne. Parce que je pense que les aides sociales, il faut les envisager dans toute leur ampleur. Ce que dit le président de la République, ce qui choque, c'est d'abord la forme. Je déteste la forme. Et il l'a fait absolument sciemment, puisqu'il est enregistré par sa directrice de la communication et diffusé sur les réseaux sociaux. Donc c'est un fait parfaitement assumé. Emmanuel Macron aime à provoquer. Bon, il a théorisé le caractère disruptif de sa présidence. Bon, moi, je vois pas comment tout ça se concilie avec une ambition de rassembler les Français, parce que le rôle d'un président de la République, c'est de rassembler les Français. J'observe qu'il a une façon qui est choquante de parler de la pauvreté. La pauvreté, c'est 9 millions de personnes, c'est un drame. On dépense énormément d'argent dans le social. 57% de la richesse produite en France part dans la sphère publique. Pas seulement dans la sphère sociale, mais dans la sphère publique. Nous sommes les champions du monde. La question qui est interrogée, c'est l'efficacité de l'aide publique au regard de la pauvreté qui, effectivement, est un drame absolu dans notre pays. Alors, quelle décision il faut prendre ? Alors, d'abord, il est clair que entre le discours musclé du président de la République et grossier même à certains égards, un président de la République ne devrait pas dire cela. Et si d'autres responsables politiques s'étaient aventurés à dire les choses comme ça, je ne sais quel procès on leur aurait fait, en tout cas dans notre famille politique. Donc la forme interroge. Moi, je ne sais pas, le juge de paix, ce sera le budget. Qu'est-ce qui se passera au niveau du budget ? Certains parlent de la diminution de plusieurs centaines de millions d'euros d'aide. On verra. Moi, j'observe que dans la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, quand il s'est agi de voter le premier budget, la majorité d'Emmanuel Macron a mis 100 millions de plus sur l'AME. Et ce jour-là, l'aide médicale d'État, donc c'est une aide destinée à soigner les personnes en situation irrégulière, les immigrés en situation irrégulière. Et que le premier réflexe de la majorité, et moi j'ai été très choquée par cet épisode à l'Assemblée nationale, ça a été d'applaudir cette mesure en considérant qu'il y avait là une mesure qui était d'ordre humanitaire et que, eh bien, nous disons, par exemple, sur ces sujets-là, nous devons diminuer les aides qui signent notre échec en matière sociale. Et je crois aussi qu'il faut davantage écouter les élus locaux, les départements, les régions, le bloc local, qui gèrent, eux, en permanence les difficultés sur ce point et qui savent très bien quelles sont les dépenses qui sont productives et les dépenses qui sont improductives. Il faut mieux contrôler les aides sociales, l'usage qui en est fait, il faut en évaluer l'efficacité et il faut supprimer ce qui n'est pas utile pour réduire le chômage, la pauvreté, enfin tout ce que nous connaissons. Merci de ces précisions, de ces réponses aux trois journalistes qui sont là pour vous interviewer. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et puis nous nous retrouvons dans un très très court instant. À tout de suite. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens, notre émission en collaboration avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Nous accueillons aujourd'hui Madame Genevard, Annie Genevard, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, vice-présidente Les Républicains,
Alors, on a parlé de politique dans la première partie, et on va parler maintenant plus précisément des Républicains, justement. Alors, nous allons l'interroger, c'est-à-dire les 3 journalistes qui sont là, Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF vont l'interroger sur, justement, l'avenir de cette opposition. Alors, Madame Genevard, je voudrais vous lancer quand même en vous posant une question. D'habitude, les élections, presque toujours, se gagnent quand il y a des coalitions. Bon. Vos anciens alliés de l'UDI sont en train discrètement, au moment où on se prépare les municipales, de se rapprocher de la République En Marche. Qu'est-ce qui vous reste? Vous ne vous sentez pas un peu seul? Écoutez, je ne crois pas qu'avec les forces qui sont les nôtres, nous soyons un parti exsangue. Vous voyez, Bernard Accoyer avait lancé les ateliers de la refondation. Nous avons eu 40 000 contributions très spontanément, quand le moindre sondage s'appuie sur 1000 contributions. On prédisait à Laurent Wauquiez une participation de 50 000 électeurs, il en a eu 100 000. Il a été élu de façon incontestable à 75%. Donc on est un parti bien debout, mais qui est en phase de reconstruction, c'est vrai. Nous nous relevons de 2 défaites difficiles, et les 6 premiers mois de l'année, on voudrait que Laurent Wauquiez soit déjà aux portes de l'Élysée. Donc on l'interroge sur les sondages des Républicains, de sa propre personne. Non, il a pris courageusement les rênes de notre famille politique, il l'a reconstruit pas à pas, les choses vont s'inscrire dans la durée. Et vous savez, les alliances improbables, moi je vois très bien comment se comporte le groupe UDI, Agir et Indépendants à l'Assemblée nationale. Ils ont du mal à se positionner, ils sont tantôt à droite, tantôt avec le gouvernement. On voit bien que ce sont des alliances qui sont fragiles. Donc on ne peut jamais préjuger de l'avenir. On juge les partis politiques au projet qu'ils portent, à la vision qu'ils ont de notre pays, aux enjeux des élections en question. Donc chaque chose en son temps. Nous nous inscrivons dans un temps long avec des perspectives quand même prochaines, les européennes. Laurent de Boissieu de La Croix, dans la première partie, on a entendu parler immigration, un peu économie. On a l'impression, en vous écoutant, que votre opposition, c'est davantage une opposition de forme, une opposition de degré que de nature avec la politique du gouvernement. Alors finalement, ce que vous comprenez, les Français qui se disent, la véritable opposition, c'est-à-dire une autre politique, et pas seulement amender la politique actuelle, c'est la force insoumise ou c'est le Rassemblement national, c'est-à-dire l'ex-Front national. Est-ce que, en effet, vous ne présentez pas une opposition qui veut plus amender que changer, qu'un autre chemin, que proposer un autre chemin aux Français? Alors, vous voyez, c'est compliqué parce que quand on parle fort, on est accusé d'être dans une opposition binaire. Et quand on ne le fait pas assez, on est accusé de manquer de ligne directrice. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un autre projet. Le projet économique d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est? C'est plus de dettes, plus d'impôts, plus de dépenses publiques. Et le bilan économique de la droite, c'était quoi? Alors, très clairement, le projet était parfaitement différent. Et le bilan, le bilan de la droite au pouvoir? Mais écoutez, on ne peut pas toujours être interrogé sur un bilan. Il faut aussi qu'on soit interrogé sur les perspectives. Et les perspectives, elles avaient été tracées au moment des élections, de l'élection présidentielle. Il y avait, par exemple, je ne donne qu'un exemple, la diminution de la dépense publique. La diminution de la dépense publique passe par la diminution de l'emploi public. Sur ce point, les propositions de la droite ne sont pas du tout celles de la gauche. J'ajoute qu'il y a des sujets qui sont des angles morts de la politique d'Emmanuel Macron sur lesquels nous nous inscrivons, mais totalement en faux par rapport à son approche. La question de l'immigration, la question du communautarisme, la question de la cohésion nationale, eh bien, c'est un autre projet que porte la droite, très clairement. Ce n'est pas une question de degré. Quand le président de la République nomme Yacine Bellatar à la tête d'une instance chargée de réfléchir à l'avenir des banlieues, voilà quelqu'un qui a porté une voix communautariste, voilà bien une voix que nous n'emprunterons jamais. Une question de Romain Masneau de RCF. Laurent Wauquiez n'est pas encore complètement très connu des Français. Il est de plus en plus connu, mais pas encore très connu. Comment vous qualifieriez donc son positionnement politique? Vous avez en partie répondu. Et ses traits de personnalité, son trait de caractère, comment vous le présenteriez? Alors moi, je le connais depuis longtemps parce que j'ai exercé au sein de mon parti diverses fonctions. Avec Nicolas Sarkozy, j'ai été délégué à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Ensuite, j'ai été secrétaire général adjoint nommé par François Fillon. Et puis aujourd'hui, avec Laurent Wauquiez. Donc, je connais Laurent Wauquiez au sein du parti depuis de nombreuses années.
je pense qu'il a une qualité qui est celle du courage. Il a eu le courage de s'engager dans ce combat qui n'était pas facile, et il savait que ce serait difficile, et de ce point de vue-là, les faits n'ont pas démenti son intuition. Donc c'est un homme courageux. Il va au combat, c'est un chef. Bon, clairement, il a... Autoritaire. Alors, comme on l'entend dire dans le parti même, non? Il a de l'autorité et du leadership, et il a une façon claire d'exercer sa responsabilité. Vous savez, les chefs improbables, ça ne fait pas des structures vaillantes. Moi, j'ai été en responsabilité locale, vous l'avez rappelé. Un chef, comme disent les Suisses, les voisins de ma circonscription, les chefs, c'est fait pour cheffer. C'est un chef qui cheffe, et de ce point de vue-là, il est dans une logique. Alors, bien évidemment, un chef, il doit aussi manager et rassembler. Et autour de lui, il a une équipe dirigeante qui est rénovée, qui fonctionne. Il a remis en place des instances qui fonctionnent bien. Et moi, ce que j'observe, c'est que le parti est debout, le parti est bien en place, il est bien installé dans son rôle d'opposition et de proposition. On doit encore densifier la partie projet, la partie proposition, on va s'y engager. C'est 6 mois d'un temps un peu, je dirais, ingrat que nous venons de vivre. On n'a pas encore dévoilé notre projet. Les Français ne nous ont pas élus. Il faut donc qu'on leur propose un projet sur lequel nous soyons en capacité de les rassembler. Une question de Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Vous l'avez rappelé, ça fait que 6 mois que M. Wauquiez est à la tête du parti. Bon, on a quand même l'impression qu'il n'imprime pas vraiment dans l'opinion. Comment vous l'expliquez, ça? C'est sa personnalité? C'est les conditions d'accession au parti? C'est quoi? Les conditions d'accession au parti, elles ont été très... Enfin, il est parfaitement légitime, puisqu'il a été élu à 75%. Les Français doivent apprendre à le connaître. Lui doit aussi apprendre à se faire connaître. Oui. C'est un exercice, on le sait, qui est difficile. On est facilement dans le domaine médiatico-politique porté à la caricature et à la simplification, vous le savez. Donc il a cet effort à faire pour mieux se faire connaître. Et je pense que... prends ton risque et les Français s'y habitueront. Voilà, il a pris son risque, le risque de candidater à la présidence de notre mouvement qui était en piteux état après nos 2 défaites. Maintenant, il doit s'en renier ce qui est sa personnalité, mais enfin, il a été élu dans sa ville, il a été élu dans sa région avec une coalition, il a des résultats tout à fait probants. Il faut aussi juger les personnes à leurs résultats, et j'invite les Français qui ne le connaissent pas bien encore à regarder comment il gère sa région en coalisant différentes forces de droite et du centre, avec des résultats tout à fait remarquables, diminution substantielle de la dépense publique. Il a été salué comme un des présidents de région qui gérait le mieux sa région. Donc ça, ce sont des faits objectifs qui doivent être considérés dans l'appréciation qu'on a de sa personne. Pour le reste, les caricatures, vous savez, ça ne fait pas un débat politique. Une question de Laurent de Boissieu de la Croix. Un ancien ministre, membre de votre parti, les Républicains, qui s'appelle Thierry Marigny, signe des tribunes, signe des appels pour qu'il y ait des alliances entre la droite et l'extrême droite. Quelle est votre position? Certains demandent à ce qu'il soit exclu, d'autres disent attendons qu'il passe aux actes ou non. Quelle est votre position? Est-ce qu'un membre des Républicains peut, comme ça, vous prôner une ligne qui est différente de celle officielle du parti? Non, en aucune façon, il ne reflète la ligne du parti. Il pose un élément de débat. Le débat n'est pas interdit dans notre pays. On peut débattre de différentes choses, mais sur cette question-là, les Républicains ont toujours été très clairs. D'abord parce que entre les Républicains, entre la droite républicaine et le Front National devenu Rassemblement National, il n'y a pas le même projet. Prenons la simple dimension économique. Il y a plus de liens entre le Front National et le Front de gauche qu'entre le Front National et les Républicains. C'est en train de changer côté Front National. C'est en train de changer, mais enfin bon, c'est ce qui est marrant, c'est qu'à 10 ans, vous aurez cité l'immigration, vous aurez cité la suppression du droit du sol, vous aurez cité la préférence nationale. C'était ça les marqueurs du FN. Oui. Et aujourd'hui, c'était plus ça qui vous choque, c'est l'économie. Non, mais alors je ne veux pas parler que d'immigration, c'est pour ça que je varie un peu les exemples. Mais si vous me ramenez à ces sujets, prenons l'exemple du droit du sol, par exemple.
Le Front National dit fin du droit du sol. Ce n'est pas le discours que portent les Républicains. Les Républicains disent qu'il faut modifier le droit du sol et qu'il faut réserver le droit du sol aux personnes en situation régulière. Voilà une différence majeure entre le Rassemblement national et les Républicains. Mais vous voyez, on est sans cesse convoqué sur cette question. Ça fait près d'un demi-siècle qu'on demande à la droite républicaine, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas un peu du Front National? Et je dénie, au fond, la pertinence de cette interrogation. On n'a pas cessé depuis un demi-siècle de dire « nous ne sommes pas, nous n'envisageons pas d'accord d'appareil avec le Front National. En revanche, nous voulons parler aux électeurs qui nous ont quittés pour aller au Front National. » Et ceux qui nous disent que ce n'est pas bien, ça voudrait dire qu'ils préfèrent les voir rester au Front National. Les sujets qui les ont fait partir au Front National, il faut bien qu'ils soient traités un jour ou l'autre. S'ils ne le sont pas, on ne peut qu'être condamné à voir prospérer la xénophobie et prospérer les extrêmes. Eh bien, ça, nous ne le voulons pas. Une question de Romain Masneau de RCF. Votre parti tient un conseil national, je crois, le 30 juin à Menton sur l'Europe. Quelles seront les 2-3 lignes de force du projet européen de LR ? Alors, ce Conseil national, merci de le mentionner, c'est un moment important dans la vie de notre famille. Il est présidé par Jean Leonetti, qui est un centriste. Bon, je tiens à le rappeler. Il n'y a pas que notre famille, elle a vocation à rassembler autour d'un projet la droite et le centre. Donc, ce Conseil national, il pose le début de la réflexion des Républicains sur la question européenne, avec néanmoins quelques pistes qui sont déjà esquissées. Vous avez peut-être vu la tribune qu'a signée Laurent Wauquiez avec Christian Jacob, Bruno Retailleau et Franck Proust tout récemment. Il y a quelques sujets, on voit bien que la campagne des européennes, elle se focalisera sur quelques sujets. Il y a la question de la sécurité par rapport à la menace terroriste. Ça, c'est un sujet qui devra être travaillé au regard des élections européennes. La question de l'immigration, elle sera majeure. Est-ce qu'on est en capacité européen à protéger les frontières de Schengen? Le rétablissement des frontières nationales n'a pas de sens. En revanche, l'Europe de Schengen, elle n'a pas été pensée sous l'angle de la protection. Et on voit bien que la porosité de Schengen met les démocraties à l'épreuve. Le fait que les extrêmes prospèrent dans certains pays européens, c'est l'incapacité à faire fonctionner normalement l'espace Schengen. On voit bien aussi que sur le plan économique, on a le marché le plus ouvert du monde, le marché européen, avec des partenaires qui sont les plus fermés du monde. Ça ne peut pas tenir. Nous disons donc qu'il faut investiguer, il faut interroger la question de la préférence communautaire. Comment on se protège mieux sur le plan économique? Voilà 3 pistes de réflexion. La protection par rapport au terrorisme, par rapport à l'immigration massive et par rapport au libre-échange. Par rapport à un libre-échange qui n'a pas été suffisamment pensé sous l'angle de la protection, par exemple, de notre outil industriel. La désindustrialisation de nos démocraties est un drame. L'effondrement des classes moyennes est un drame. Et on voit bien que toutes ces questions-là, elles doivent être traitées aujourd'hui, effectivement, sous l'angle de la protection, qui ne remet pas en cause l'esprit de l'Union européenne, mais ça ne fonctionne plus. Et très clairement, nous nous positionnons comme un parti membre du PPE. Nous n'avançons pas seuls dans cette élection européenne, nous avançons sous le chapeau du PPE auquel nous sommes arrimés. Le Parti populaire européen, les droites européennes. Une question de Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Oui, Alain. les prochaines élections sont les européennes, mais beaucoup de gens pensent déjà aux municipales qui sont juste après. Il y a des tentatives quand même localement d'union avec des gens qui iraient je schématise, de M. Ménard jusqu'à M. Poisson, qui est à la droite de votre parti. Est-ce que pour vous, c'est une des voies... Qui a quitté le parti. Il a quitté, mais... Jean-Frédéric Poisson n'est plus qui était candidat quand même à un moment. Et donc, pour vous, c'est une voie sans issue, ça, ces tentatives d'union locale à la base? Ça signerait finalement la réussite de la stratégie d'Emmanuel Macron.
Je vous rappelle que pendant la campagne, il voulait déstabiliser la droite en lui ouvrant les bras. Aujourd'hui, il parle de fracturer la droite. Ce sont d'ailleurs des termes anti-républicains au possible. Et là, une espèce de manœuvre, d'ailleurs démentie par son propre camp, parce que cette annonce de Castaner, finalement, elle a chahuté son propre camp. Donc on voit bien qu'il fait un peu machine arrière. Les Français n'aiment pas la tambouille politicienne, n'aiment pas les petits accords politiciens, ils veulent de la clarté. Est-ce qu'il y aura un projet de la droite et du centre pour les élections locales ? Oui, il y a quelques fondamentaux que nous avons mis en œuvre quand nous sommes en responsabilité. Moins de dépenses de fonctionnement, plus de dépenses d'investissement, moins d'assistanat et plus d'assistance et de services aux personnes. Donc il y a quelques fondamentaux qui signent quand même la gestion de droite, y compris au bloc local. Donc pas d'alliance d'appareil avec l'AREM pour les élections vous êtes locales. secrétaire général du parti. Si un des grands maires, par exemple Christian Estrosi à Nice, ou Jean-Luc Moningue à Toulouse, viennent vous dire voilà, moi je vais prendre des gens de la République En Marche sur mes listes. C'est une alliance de fait entre LR et la République En Marche. Alors, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je réponds deux choses. Je réponds que la première chose, c'est que la droite dispose d'un fort ancrage local, ce qui n'est pas le cas de la République En Marche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'intéresse aux maires. C'est parce qu'elle-même n'a pas d'ancrage local. C'est notre force. Et c'est là que nous pouvons démontrer l'efficacité de ce que nous prônons. Donc, dans toutes les élections locales, on investit des maires ou on soutient des maires, du moins dans les communes les plus importantes, parce que dans beaucoup de communes, vous savez, le positionnement politique n'a que peu d'importance. Ce sont essentiellement des gens courageusement qui s'occupent des affaires publiques locales. On investit des maires, on soutient des maires, on n'est jamais allé dans le détail des listes pour voir la proportion de tel ou tel. Donc aujourd'hui, on demanderait aux Républicains d'aller délivrer des certificats de pureté politique à tous les maires. Ça n'a pas de sens. Maintenant, je mets les maires en responsabilité des choix qu'ils font vis-à-vis de leurs électeurs. Ils devront aussi s'en expliquer auprès de leurs propres électeurs, car je rappelle tout de même une vérité d'évidence, c'est que ce sont nos concitoyens qui élisent leur maire, sur la base d'un projet, sur la base de la clarté d'une équipe pour le porter. Un maire qui s'amuserait à mélanger, à jeter de la confusion, en prenant de façon paritaire un peu des uns, un peu des autres, il aura à s'en expliquer vis-à-vis de son électorat. Mais pas devant vous, il pourra garder l'investiture, les Républicains. Non, ce n'est pas à n'importe quelle condition, naturellement. Donc, je sais la question suivante que vous allez me poser. À partir de quelle proportion vous accorderez ou pas votre label, les Républicains ? Si on commence à entrer dans ce débat-là, le débat du curseur ou de la proportion, vous voyez bien qu'on ne s'en sortira pas. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir soutenir des maires qui ont un choix clair et qui correspond à nos valeurs. Un maire qui irait vers des choix communautaristes, qui voudrait déstabiliser la sociologie de sa commune à des fins électorales, qui s'engagerait dans des dépenses inconsidérées, etc., ne peut pas être validé par notre famille politique. Merci. Merci. On va mettre un terme à cette deuxième partie de ce Face aux chrétiens. On se retrouve dans un très court instant pour une troisième partie où on va évoquer les questions de société avec Annie Genevard, vice-présidente LR de l'Assemblée nationale, députée donc du Doubs. À tout de suite. Troisième partie de ce Face aux chrétiens avec comme invité aujourd'hui Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, vice-présidente Les Républicains, secrétaire générale aussi de ce parti, le parti de Laurent Wauquiez. Elle est interrogée par trois journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Alors, comme je le disais, nous allons parler des questions de société. Et Madame Genevard, vous avez été longtemps, plus de 10 ans, maire de votre ville, Morteau, dans le Doubs. Je voulais savoir, je sais que c'est une région où il y a un problème, comme dans beaucoup de départements ruraux, un problème d'accès aux soins. Et
beaucoup disent que là, il y a une bombe à retardement. Oui. Certains commencent à dire qu'il va falloir obliger les jeunes diplômés en médecine de commencer au moins 3 ans, voire 5 ans, dans une zone où il n'y a pas d'accès aux soins. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ou est-ce que vous avez d'autres idées à nous faire partager? Moi, je pense qu'obliger les médecins, c'est changer aussi le système de santé en France, c'est passer d'un système libéral à un système administré. C'est donc pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Je n'y suis personnellement pas favorable. Je pense qu'il faut conserver un caractère libéral à notre médecine. Tout simplement parce que je vois dans d'autres pays les échecs d'une médecine trop administrée. Néanmoins, il y a un problème majeur. Vous savez, y compris dans nos réunions politiques, ça me frappe, c'est une des questions que nous posent le plus les personnes. L'accès aux soins, la difficulté d'accès aux soins est une source d'angoisse terrible pour nos concitoyens. Alors, ça, on le connaît, le bilan. Mais c'est vos propositions précises. Les propositions, vous ne souhaitez pas que les jeunes médecins commencent dans des zones défavorisées. Moi, je connais le sujet pour l'avoir traité dans ma ville, parce que cette situation, nous la connaissons partout, un peu partout, dans les zones rurales. Donc, j'ai mis en place une maison médicale pluriprofessionnelle bien avant qu'elle ne se déploie sur l'ensemble du territoire. Nous accueillons des jeunes internes, parce qu'un interne qui est accueilli pendant le temps de ses études ou à la fin pendant son internat, on peut supposer qu'il peut prendre goût à nos territoires ruraux où on vit très bien, où on peut exercer très bien. J'ai mis en place, les hôpitaux locaux sont un maillon essentiel de la présence médicale sur les territoires. C'est la raison pour laquelle tout ce qui fragiliserait les hôpitaux locaux serait un drame. Travailler en réseau, moi j'ai mis en place des consultations de spécialistes, des consultations avancées de spécialistes dans mon hôpital local. Et la télémédecine, enfin, il y a une piste qu'on explore insuffisamment. Il y a beaucoup de médecins qui partent en retraite et qui voudraient continuer d'exercer un peu parce que ils ont servi une population pendant des décennies. Ils veulent bien donner encore un petit peu de leur temps de retraite, mais aujourd'hui, ils sont éreintés par les charges qui pèsent sur eux. Il y a là un gisement très important. Voilà quelques pistes concrètes, si vous voulez, qui pourraient améliorer la situation. Mais vous avez raison, c'est un sujet, surtout avec le vieillissement de la population et puis aussi avec le changement de mode de comportement des gens. Autrefois, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, on disait volontiers « on ne va pas déranger le docteur pour ça ». Vous l'avez peut-être entendu, vous aussi, dans vos familles. Eh bien, aujourd'hui, on cherche à avoir un accès aux soins assez spontanément. Et comme on ne peut pas le faire, on va aux urgences, ça embolise les urgences et ça compromet toute la chaîne de soins. Romain Masneau de RCF. Le président du comité d'éthique, Jean-François Delfraissy, a adressé un premier état des lieux après les débats sur la bioéthique, les états généraux de la bioéthique. Et il a clairement dit qu'il n'y avait pas de consensus aujourd'hui, notamment sur la PMA. Alors est-ce que, compte tenu de ce premier état des lieux, est-ce qu'il faut s'abstenir de légiférer sur la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes? Alors, le président de la République a fait une promesse de campagne. Il a dit qu'il tiendrait compte aussi de l'état de l'opinion. Oui, donc c'est dû en même temps. Je vais faire, mais je ne vais peut-être pas faire. Donc là encore, on voit à quel point les Français peuvent être abusés par une parole très, très ambiguë. N'empêche qu'il a mis le sujet sur la table en le posant dans la campagne présidentielle. Il ne peut pas se dérober au débat. Et on voit bien que ce débat, il irrigue y compris le Comité national d'éthique. Et je pense qu'il irriguera toute la société française. On en a connu l'exemple récemment avec la loi sur le mariage pour tous et l'adoption. Parce que c'est une loi qui avait quand même 2 aspects. On a tendance à avoir privilégié l'un au détriment de l'autre, mais la deuxième partie de la loi était à mes yeux beaucoup plus importante que la première. Donc il est clair que si le sujet vient en débat dans la société, je pense qu'il n'y aura pas unanimité, pas plus qu'il n'y a unanimité au Comité national d'éthique. Sur cette question, sur la fin de vie, voilà, je ne sais pas s'il s'y risquera. Alors,
On n'a pas posé de position, les Républicains. Donc, si vous voulez, je vais répondre en tant qu'Annie Genevard, en tant que citoyenne. Très bien, c'est ce qu'on souhaite. Ce que nous disons quand même aux Républicains, parce que je ne vais pas évacuer totalement la question liée à ma responsabilité. D'abord, on a la chance d'avoir dans nos rangs une personnalité de premier plan sur ces questions, qui est Jean Leonetti. La loi Claes-Leonetti avait posé quand même un certain nombre de principes. Moi, je considère que cette loi, elle n'a pas encore produit tous ses effets et qu'il faut, avant d'en changer, il faut déjà en faire objectivement le bilan. Aujourd'hui, on a une situation qui, nous, de notre point de vue, nous paraît satisfaisante. Et légiférer sur la fin de vie, d'ailleurs, j'ai lu quelque part que le président de la République n'était pas très chaud quand même pour aller sur... mais des membres de sa majorité l'y pousseront. Parce qu'il y a des fervents de l'euthanasie dans la majorité du président de la République. Donc, il n'est pas sorti d'affaire sur ce sujet-là non plus. Alors, votre position, donc, vous, personnellement... nous considérons que toutes ces questions relatives à l'éthique, elles sont à prendre avec énormément de précautions et en ayant toujours l'infini respect de la personne et la juste considération de principes éthiques, philosophiques, moraux et même religieux. Donc on voit bien que le débat sur le mariage a fracturé. C'est un des motifs de la sécession d'une partie de la population française, en particulier musulmane. Moi, ma position, c'est que sur la fin de vie, il ne faut pas légiférer. Il ne faut pas légiférer. Je crois qu'il est prudent de laisser perdurer le système actuel et de ne pas imposer au corps médical, au corps social, des mesures qui seraient trop radicales. Sur la PMA sans père, puisque c'est ça l'objet du débat, la PMA réservée aux couples de femmes, ma position personnelle est qu'il faut substituer absolument au droit à l'enfant la notion de droit de l'enfant. Et on voit bien que ce débat, d'ailleurs, il est posé par une femme qui est à la recherche de ses origines, le droit à connaître ses origines, le droit à connaître sa filiation. C'est un des droits imprescriptibles de l'enfant, c'est dans la charte des droits de l'enfant. Donc on supprime donc l'adoption plénière, y compris pour les couples, quel que soit hétérosexuels. Non, je dis que l'adoption plénière, c'est ça. Oui, bien sûr, elle efface les origines. Oui. Elle efface les origines. Moi, je pense important pour la construction d'un individu d'avoir droit à la connaissance de ses origines. Donc on conserve ou pas l'adoption plénière ? Alors l'adoption plénière, elle efface, et pour moi c'est un sujet de débat. Je pense que dans le débat sur la PMA sans père, il faudra. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas effacer le père de la filiation d'un enfant. Pas effacer, et voilà. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Comment cela se traduirait-il dans une loi qui viendrait au Parlement sur cette question ? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, de plus en plus de voix, elles sont légitimes, se font entendre pour dire « mais moi, je veux connaître mes origines ». Une question de Alain Baron, de Radio Notre-Dame. Oui, vous avez été enseignante. Comment jugez-vous l'action de M. Blanquer, dont certains disent qu'il est un véritable ministre de droite, apprécié par l'opposition ? Vouloir restaurer la transmission des fondamentaux, vouloir restaurer l'évaluation, vouloir remettre à l'honneur certaines disciplines sacrifiées sous le quinquennat précédent, vouloir restaurer l'enseignant dans son éminente fonction. Si cela c'est être de droite, alors oui, Jean-Michel Blanquer serait un ministre de droite. Mais les mesures qu'il prend sont des mesures non seulement de bon sens, mais des mesures qu'il était urgent de prendre. Moi, j'ai combattu avec énormément de vigueur la politique conduite par son prédécesseur, Najat Vallaud-Belkacem. Il était urgent, comme l'avait dit le ministre Blanquer, d'arrêter les bêtises. Pour autant, donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis parfaitement en phase et je ne jurerai pas qu'il n'aurait pas été un des nôtres le moment venu. Maintenant, c'est pas non plus ne rien dire sur l'éducation. Moi, je pense que pour l'instant, il y a un sujet qui est un peu un angle mort de sa politique. C'est la question de la sécurité au sein des établissements et aux abords des établissements. Il y a beaucoup de violence dans nos établissements. Ça, c'est un sujet majeur sur lequel il devra faire ses preuves. Et de façon générale, toutes les mesures, toutes les réformes qu'il accomplit, elles seront jugées à l'aune des résultats.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Genevard, de toutes ces réponses. Il y aurait eu bien d'autres sujets. Je sais que vous êtes très intéressée et vous êtes impliquée sur les questions des gens du voyage, sur lesquelles vous aviez même fait une proposition de loi. On n'a pas eu le temps, malheureusement, de l'aborder. Merci encore de cette intervention. Merci à nos trois confrères. On se retrouve bien évidemment dans une semaine pour un nouveau Face aux chrétiens. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.